depuis le XXe siècle, s'est développée la télécratie. Et la télécratie, c'est un processus qui s'est mis en place, non pas du tout au départ, avec des velléités politiques de renverser la démocratie. Personne n'a voulu renverser la démocratie dans la télécratie. Mais la télécratie, c'est un dispositif qui s'est développé au départ pour contrôler nos comportements au service du marketing, pour faire que progressivement, l'impératif du consumérisme soit adopté par chacun d'entre nous, ce qui a fini par conduire à ce que le lait, appelé, tout le monde a entendu parler de ça un jour ou l'autre, le temps de cerveau disponible, c'est-à-dire que nous soyons complètement finalement captés, que notre attention et notre esprit soient canalisés par la puissance des objets temporels audiovisuels, télévisuels en particulier, et parce que finalement, eh bien, nous adoptions des modes de vie, nous nous identifions à des processus qui sont en réalité commandés par le marketing. Et donc ce qui a développé la télécratie, au départ, c'est le marketing, qui a été, parce que le marketing est le pourvoyeur de fonds des grands médias de masse, et la politique de programmation des grands médias, elle est complètement homothétique avec la question de l'audimat. Et l'audimat, à quoi viser l'audimat? Pourquoi est-ce qu'on cherche à massifier les audiences? Eh bien parce qu'on a besoin, quand on investit dans la conception d'une bagnole qui a coûté 1 milliard d'euros ou 1 milliard de francs, disons, pour être faite à un seul exemplaire, 1 milliard de francs, pour si vous voulez ensuite amortir votre investissement d'un prototype à 1 milliard, il faut la vendre à 3 ou 4 millions d'exemplaires produites à la chaîne et la vendre au concessionnaire à 15 000 euros. Donc il faut être capable d'avoir des marchés de masse pour pouvoir faire ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle. Donc il faut massifier les gens et on va capter leur attention, et progressivement cette attention qu'on va capter, elle va conduire à une destruction d'une autre forme d'attention qui était l'attention lettrée. Parce que lorsque Jules Ferry développe l'école en 1880, lorsque les Romains et les Grecs déjà disent à tous les enfants d'Athènes ou de Rome, si vous voulez devenir des citoyens, vous devez aller à l'école, c'est parce que la citoyenneté repose sur une autre forme d'attention, qui n'est pas l'attention captée par les industries culturelles, qu'est-ce qu'on appelle parfois l'attention profonde, l'attention réflexive, une attention qui fait que vous êtes capable de lire et de réfléchir par vous-même, et collectivement également. Et là, il y a une concurrence qui se fait entre les deux, parce que les médias de masse vont en fait progressivement se substituer à l'école, ce qui fait d'ailleurs que l'école va extrêmement mal. Vous ne pouvez plus vraiment sérieusement faire votre boulot de prof, par exemple, dans un collège où vous avez des élèves de 12 ou 13 ans, parce qu'ils n'ont plus de capacité attentionnelle suffisante. Philippe Mérieux a montré que leur capacité de concentration a diminué de 2/3 en l'espace de 50 ans, de 2/3. Pourquoi? Parce que Claparède, un psychologue des années 30, avait fait des analyses de capacité attentionnelle des enfants de l'école dans ces années-là, et Mérieux a refait l'expérience 60 ans plus tard, et ça a baissé des 2/3 la capacité d'attention. Moi, j'ai publié un livre qui s'appelle Prendre soin, où j'ai repris des analyses de pédopsychiatres américains qui ont montré qu'aux États-Unis, c'est incommensurable, puisqu'aux États-Unis, les jeunes Américains adolescents regardent leur attention est captée 8h30 par jour par les médias de masse. Et ils ont montré, Zimmerman et Christakis, qui sont 2 pédopsychiatres, ont montré que ça conduit à une destruction vraiment de l'attention des jeunes Américains. Alors, Al Gore a publié un bouquin que je cite aussi, qui s'appelle La région assiégée, où il dit, en fait, l'audiovisuel américain a détruit les bases de la démocratie américaine, parce que la démocratie américaine, ça reposait d'abord sur les lettres, ça reposait d'abord sur la capacité de lire, etc., etc. C'est formidable qu'Al Gore dise ça, parce qu'Al Gore, il a sûrement des côtés qu'on peut critiquer, mais il prend les problèmes vraiment comme on devrait les prendre. C'est pas un marxiste, c'est pas un homme de gauche à l'européenne, mais il pose des questions qui sont de vraies questions, de destruction. Il dit la démocratie américaine a été détruite, Al Gore. C'est pas moi simplement qui dis il n'y a plus de démocratie. Al Gore dit ça. Al Gore dit ça, dans une des plus grandes démocraties du monde. Alors, la télécratie, à un moment donné, est devenue une machine à produire non seulement des produits comme Hollywood Chewing Gum, des automobiles Ford, à vendre ce genre de choses, mais d'un seul coup, ça s'est mis à vendre des Ségolène Royal, des Nicolas Sarkozy et des guignols de l'info en tout genre.
Sachant que par ailleurs, il n'y a pas que Ségolène Royal ni Nicolas Sarkozy qui ont intégré ça. Le premier à avoir compris ça, c'était Georges Marchais. Georges Marchais qui dit taisez-vous El Kabash, etc. Il a compris un truc, c'est le pouvoir télécratique. Marchais a régné sur le Parti communiste parce qu'il régnait sur la télé. Il régnait sur les audiences. Je connaissais plein de gens archi-anticommunistes, mais qui adoraient Marchais. Parce que c'était un bon guignol de l'info. Voilà. Et ça, c'est la plaie de la télécratie qui devient alors là antidémocratique. Parce que ça, c'est ce qui va commencer à détruire la démocratie, véritablement. Et c'est ce qu'on va voir se développer alors avec Fininvest, qui va permettre à Berlusconi de prendre le contrôle de l'Italie. Et par ailleurs, des conglomérats en France, avec des modèles peut-être un peu plus sophistiqués, avec des gens un petit peu plus intelligents, autour de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui est une politique essentiellement fondée sur la télécratie. Cela dit, le président de la République a du bon à se faire, parce que ses grands soutiens TF1, etc., sont en train de se casser la figure. TF1 ne fait plus de bénéfices en ce moment. Donc peut-être que le modèle qui l'a fait venir au pouvoir est en train de se casser la figure, et peut-être qu'il mériterait d'y réfléchir. Mais ça, j'aurais envie de dire ça surtout au Parti communiste, au Parti socialiste, à l'extrême gauche, et à tous ces gens de gauche qui prétendent s'opposer à ça, alors qu'en fait ils font la même chose, moins bien. En fait, ce qui a permis d'abord aux médias d'imposer Sarkozy à l'UMP et d'imposer Royal au PS, parce que c'est quand même comme ça que ça a commencé, c'est évidemment pas simplement une décision de ces médias qu'en avait fait leur candidat. C'est une intelligence évidente, aussi bien de Ségolène Royal que de Nicolas Sarkozy, sur quelque chose qui est que les consommateurs politiques, aussi bien qu'économiques, souffraient dans leurs désirs. Moi, j'ai beaucoup analysé cette question à partir du seul livre d'ailleurs que j'ai fait qui a été un best-seller, mais c'était vraiment un best-seller, c'est Aimer, s'aimer, nous aimer, où j'ai analysé le cas d'un assassin qui s'appelle Richard Durn, qui en 2002, très peu de temps d'ailleurs avant l'arrivée de Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en France, donc très peu de temps avant le terrible échec de Jospin et de la gauche tout entière. Durn, donc, je crois que c'était le 26 mars 2002, a assassiné 8 élus du conseil municipal de Nanterre au pistolet mitrailleur. Et bon, comme tout le monde, j'ai été terrifié et extrêmement frappé de ce qui s'était passé là. J'ai donc un peu lu tous les articles que je pouvais trouver dans la presse sur cet homme, dont je rappelle qu'il s'est suicidé, il s'est jeté du haut d'un commissariat de Nanterre. Et puis, j'ai appris un mois ou deux après son suicide, son meurtre et son suicide, qu'il avait écrit dans son journal intime, qui a été publié, un extrait qui a été publié par le journal Le Monde, rapportait qu'il disait qu'il avait perdu le sentiment d'exister. Il se trouve que quelques semaines plus tard, j'ai été invité à un colloque à Cerisy-la-Salle où on m'a demandé de faire une conférence. J'ai décidé de faire une conférence sur Richard Durn. Sur son cas. J'ai un peu essayé de faire ce que Legendre avait fait sur le caporal Lortie, qui était un assassin aussi au Canada, qui avait fait des choses très différentes d'ailleurs, mais ça se ressemblait un petit peu. Et à partir de là, j'ai développé une thèse que je commençais à élaborer à ce moment dans ma tête, qui était que, en fait, le capitalisme, il n'y a pas le capitalisme, il y a les capitalismes. Et en particulier en Europe, en Occident, il y a d'abord le capitalisme productiviste du 19e siècle, et ensuite il y a le capitalisme consumériste du 20e siècle. Ce capitalisme consumériste du 20e siècle, il a été inventé aux États-Unis par plusieurs personnages, dont en particulier Henry Ford d'un côté, Edward Bernays de l'autre. Henry Ford, tout le monde sait qui c'est le fondateur de l'entreprise Ford, qui avait appliqué la théorie du management de Taylor, donc le travail à la chaîne, etc., qui a mis en œuvre ce qu'on a appelé le Fordisme comme un modèle économique. Mais Bernays est beaucoup moins connu. Or, Ford sans Bernays, ça ne peut pas exister. Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud. Et il dit, votre nouveau capitalisme, il ne marchera que si vous êtes capable de faire consommer tous les produits que vous allez produire, dont les gens ne veulent pas,
Et donc, pour pouvoir leur faire consommer ce dont ils ne veulent pas, il va falloir les faire fantasmer, il va falloir s'adresser à leur inconscient, il va falloir capter leur énergie libidinale, il va falloir détourner leur libido des objets spontanés de cette libido qui sont les enfants, les parents, les proches, enfin Dieu, tout ce que vous voulez, enfin, toutes ces formes très nombreuses et très complexes de ce que c'est que la libido, en particulier toute la sublimation par exemple, le savoir, l'art, la culture, le sport, etc. Il va falloir détourner tout ça vers les marchandises. Il va falloir faire que les marchandises deviennent les points de fixation du fantasme. Et Bernays va développer des techniques extraordinairement puissantes dans ce domaine. Ça va se combiner avec l'apparition de la radio, du cinéma, de la télévision. Ça va donner ce qu'on appelle le marketing. Bernays, c'est l'inventeur du marketing. Le problème, c'est que cette captation du désir industriel avec des moyens énormes, eh bien, pour des raisons qu'il faudrait beaucoup de temps pour analyser en détail, va conduire à la destruction de la libido. Parce que la libido, telle que l'a décrit Freud, et que Bernays connaît bien, hein, c'est son neveu, il l'a étudié de très près, c'est en fait ce qui sert à transformer les pulsions, qui sont antisociales, en objets sociaux. La pulsion, c'est antisocial. Si vous regardez le radeau de la Méduse, le tableau, le radeau de la Méduse, qu'est-ce qu'il représente? Il représente des gens qui vont se massacrer. Parce qu'ils n'ont plus à boire, ils n'ont plus à manger, ils vont s'entretuer, ils vont se manger mutuellement. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut arriver à manger un autre homme? Je ne parle pas des sociétés où on pratique l'annibalisme, c'est une autre affaire, mais des circonstances aussi horrifiques. Eh bien, c'est que la libido ne parvient plus à lier les pulsions, comme disait Freud. Freud explique que la libido, c'est ce qui permet non pas de satisfaire l'expulsion, mais au contraire, différer leur satisfaction. La libido, c'est un système à ne pas satisfaire la pulsion. Alors, elle peut se satisfaire dans des moments privilégiés, dans des moments festifs, dans des moments heureux, qui sont y compris les moments d'accouplement sexuel sublimés par l'amour. Mais par exemple, un accouplement sexuel qui n'est pas sublimé par l'amour, ce n'est pas une satisfaction de la libido, c'est une satisfaction de la pulsion sexuelle. Pour ça, il existe des lieux qui s'appellent les maisons de passe, les prostituées, etc. Mais la prostitution n'est pas quelque chose qui donne le bonheur de la libido, au sens où Freud en parle. C'est quelque chose qui ressemble au Vera qu'on emmène voir détruit. Et c'est quelque chose qui est une pure satisfaction pulsionnelle. La libido, c'est ce qui permet au contraire d'économiser les pulsions, parce que Freud dit que les pulsions sont antisociales. La pulsion est extrêmement autocentrée, égoïste. Et donc, elle est voleuse, elle est criminelle, elle est violeuse, elle est dangereuse pour la société. Ce qui fait que la libido bien organisée, c'est une économie, comme dit Freud, il appelle ça l'économie libidinale, qui va permettre d'économiser les pulsions et pour les transformer par tout un ensemble de machines de production de la libido, qui sont par exemple l'identification primaire de l'enfant à ses parents avant 5 ans, qui sont des processus d'éducation qu'on va élaborer pour, par exemple, introduire l'énergie libidinale de l'enfant qui reste sexualisé vers des modèles de simulation qui s'appellent les mathématiques, la patrie ou je ne sais pas quoi. Tout un ensemble de dispositifs très nombreux et très complexes qui varient selon les civilisations, mais qui servent à produire une énergie libidinale qui n'est pas pulsionnelle. En revanche, au contraire, les industries culturelles, qui vont se massifier surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier avec la télévision, vont permettre de capter l'énergie libidinale et l'attention des individus, et en captant cette attention, vont progressivement court-circuiter tous les appareils de production de la libido. La famille, commencer par ça. Il faut savoir qu'en l'espace de 15 ans, le temps de discussion interne aux États-Unis dans une famille par semaine est passé de 1h15 à 35 minutes. C'est beaucoup, hein. Ça veut dire une baisse de 65% ou quelque chose comme ça, du temps de dialogue interfamilial. Mais je pourrais vous donner des chiffres à l'infini sur ces sujets, parce que maintenant il y a des études dans tous les domaines qui sortent là-dessus, et où on voit qu'en fait toutes les médiations qui permettaient de réaliser une économie libidinale ont été détruites par les médias de masse. Ça veut dire qu'à un moment donné, les médias de masse ont détruit le désir des consommateurs, ont détruit le désir des consommateurs économiques ou politiques. Et les individus qui n'ont plus de désir souffrent de ne pas avoir de désir. Et cette souffrance, eh bien, à un moment donné, elle s'exprime chez Richard Lyon qui a dit « j'ai perdu le sentiment d'exister ». Richard Lyon qui était un militant écologiste au départ. C'est pas du tout un type du Front National, complètement déjanté, etc. Hein. C'est même pas un analphabète. Hein. Mais il a
perdu le sentiment d'exister. La société consumériste nous fait perdre le sentiment d'exister. Les consommateurs, d'ailleurs, déclarent aujourd'hui, aux États-Unis, une enquête incroyable qui a révélé, il y a 2 ans, que 80% des Américains considèrent que la consommation est une chose négative. 81% des Américains. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mes créances et discrédits, à la suite d'une lecture tout à fait par hasard d'un rapport d'un cabinet de marketing américain qui, en 1984, a expliqué que, en fait, il y avait un malaise dans la consommation qui apparaissait en France, dans la grande distribution. C'était les grandes Promodes, Auchan, etc., avaient constaté que les consommateurs consommaient sur un certain nombre de produits de grande consommation, consommaient moins, et qu'il y avait une baisse de la consommation, alors qu'il n'y avait pas de baisse du pouvoir d'achat. Donc ils trouvaient ça un peu bizarre, ils ont fait faire une enquête, et ils ont demandé ça à un cabinet américain qui a dit, mais en fait, vous avez chez vous en France des gens qui apparaissent d'un nouveau style, on vous propose de les appeler des alter-consommateurs. Ce sont des consommateurs qui ne sont pas heureux de consommer. Ces consommateurs qui sont pas heureux de consommer ressemblent énormément à d'autres téléspectateurs qui sont des consommateurs de temps de cerveau disponibles, ou de programmes qui servent à fabriquer des temps de cerveau disponibles, qui déclaraient chez Télérama en 2004, aussi la même année, que 56% d'entre eux n'aimaient pas la télévision qu'ils regardent. Non pas la télévision du voisin, mais la leur. 56% des Français déclaraient que ce qu'ils regardent à la télé, ils n'aiment pas ça. Mais ils le regardent quand même. Là, si vous demandez à Marc Valeur ou à des spécialistes de toxicologie ce que ça décrit tout ça, c'est un phénomène d'addiction. Ils n'aiment plus l'héroïne. Quand William Burroughs écrit Le Festin nu, qui est un récit où Burroughs écrit sa vie, il raconte comment il est devenu toxicomane et pourquoi il dit à tout le monde ne touchez jamais à l'héroïne. Il dit ne touchez jamais à l'héroïne, mais il dit dans l'introduction, mais moi j'ai besoin de mon shoot. Je peux pas... Enfin, c'est plus tout à fait vrai, parce qu'il a réussi entre-temps à se faire désintoxiquer grâce à un truc qui s'appelle l'apomorphine. Mais il explique dans l'introduction au Festin nu qu'il aurait pu tuer sa mère pour avoir une dose d'héroïne. Bon, et il explique qu'un toxico qui a atteint le degré où la molécule d'héroïne ne produit plus de plaisir chez lui, mais ne produit plus que de la dépendance, c'est quelqu'un qui va vous dire il n'y a rien de pire que l'héroïne, c'est la pire des saloperies l'héroïne, et en même temps moi j'ai besoin de ma dose d'héroïne. Et bien aujourd'hui les consommateurs sont des consommateurs addicts qui ressemblent à ça. Ils ne sont pas heureux, et c'est dangereux d'avoir des gens qui ne sont pas heureux. Ça donne des Richard Durn ou d'autres types de comportements. À un moment donné, 2 personnes ont réussi à s'adresser à cette misère, ce que j'appelle moi la misère symbolique des consommateurs. Ces 2 personnes se sont appelées Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Ils ont compris, certainement de manière très intuitive, parce que ce sont des intuitifs, ils ont senti qu'il fallait parler à ce désir en souffrance. C'est pas pour rien que Ségolène Royal a appelé son truc « désir d'avenir ». Et tous les discours de Sarkozy s'adressent au désir des consommateurs et des consommateurs d'hommes politiques. Mais en même temps, ils savent que ces gens qui sont en souffrance de désir sont des êtres pulsionnels. Donc ils leur tiennent un discours pulsionnel, sécuritaire, consumériste, archaïsant, régressif. Ils font pas du tout appel à leur réflexion, ils font appel à ce que des gens auraient tendance à appeler leur instinct, ce que je ne crois pas être vraiment un instinct. La pulsion, c'est pas simplement l'instinct. Mais à partir de là, il déclenche des mécanismes de consommation qui, en même temps, s'adressent à ce qui fait souffrir les gens. Donc il joue sur les 2 tableaux de la pulsion et du désir et ramasse la mise. C'est-à-dire qu'il remporte les primaires organisées par les médias, d'abord, et ensuite, eh bien, ils s'affrontent et c'est Sarkozy qui gagne.